Bienvenue à tous sur Africa 24, de retour pour cette émission spéciale consacrée à l'ouverture de la COP21, la cérémonie d'ouverture de la conférence annuelle internationale sur le climat sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies se tient ce lundi au Bourget en France. La France qui accueille 150 chefs d'État et de gouvernement, dont de nombreux présidents du continent africain. L'objectif ultime, rappelons-le, est de maintenir en deçà de 2 degrés le réchauffement global. Et chaque État du continent a pris des engagements propres, mais c'est ensemble que les pays africains défendront leur cause à Paris. Quels sont donc les enjeux et quelles attentes pour les États africains qui polluent le moins, mais qui subissent les conséquences néfastes du changement climatique? Autant de questions que les délégations des 195 pays tenteront de répondre jusqu'au 11 décembre. Ce lundi, en attendant, les 150 chefs d'État et de gouvernement participent au lancement officiel de cette COP21 et Africa 24 vous fait vivre en direct la cérémonie d'ouverture. Cette journée, ce lundi, est donc consacrée au discours des chefs d'État, une tribune où les présidents mettront en avant les enjeux de ce rendez-vous sur le climat. En attendant d'écouter le lancement officiel de cette COP21 avec le discours du président français François Hollande, on va juste revenir sur ces négociations politiques qui ont débuté déjà dimanche avec les délégations qui ont commencé à se mettre autour de la table. Pour les représentants de ces 195 pays, l'objectif semble simple. Un accord pour limiter à 2 degrés le réchauffement climatique. Le dernier rapport du GIEC, le GIEC c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, prévoit une hausse des températures de 0,3 à 4,8% d'ici à 2100. Bon, c'est loin, mais ça semble inquiétant. Ce sommet est donc considéré comme celui de la dernière chance. Il doit permettre de fixer sur le papier des objectifs contraignants, ce mot qui pose d'ailleurs problème pour ces négociations, pour limiter l'impact de l'homme sur l'environnement. Et finalement, avec tous ces intérêts divergents, avec tous ces pays, c'est nombreux, comment on va conclure cet accord selon vous, Malik ? Très difficile à dire. Vous avez raison de dire que pour la première fois, on va essayer d'arriver à un accord contraignant. Alors on va voir si ça va se terminer ainsi, je l'espère, personnellement, et on l'espère tous. Maintenant, les intérêts sont divergents. On a un intérêt quand même commun, c'est la préservation de la planète. Effectivement, le problème qui se pose, c'est le volet politique. Vous avez des pays par le passé qui se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais comme il y a eu des changements parfois à la tête des États, le gouvernement suivant a revu la copie et a dénoncé... Encore une fois, ça soulève le problème de la volonté politique. Exactement. Là, c'est la volonté politique qui est ciblée parce que vous avez eu des États qui n'ont pas finalement honoré leurs engagements parce que justement, il y a eu changement de gouvernement. Et je pense que là, il y a une réelle impatience, je pense, de la communauté internationale parce que les effets se font de plus en plus ressentir. Les dérèglements climatiques, c'est très récent, on n'en parle pas depuis 40-50 ans, on en parle juste depuis une vingtaine d'années. Rio, c'était il y a 23 ans. Le comité d'experts du GIEC a été créé en 88, donc c'est très récent. C'est peut-être le rapport d'ailleurs, peut-être pour préciser, du Brundtland en 1987 qui a amorcé un petit peu cette problématique du développement durable. C'était il y a très peu d'années finalement. Exactement, et je pense qu'il y a quand même... C'est très récent, mais il y a cette conscience internationale. Et vous voyez même au sein des pays dits industrialisés des mouvements qui s'inquiètent, des mouvements de la société civile qui s'inquiètent justement des problèmes écologiques. C'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Chine où des associations essayent de mettre en lumière les problèmes qui se posent dans leur pays sur ces sujets-là. En tout cas, ce qui est peut-être, même si ça fait très peu de temps que cette problématique du développement durable a émergé, on sait en tout cas que depuis 1987, les négociations internationales sur le climat, elles ont été continues, mais parcourées d'un chemin plein d'embûches. Et aux côtés des divergences d'intérêts, on constate finalement une lenteur des actions. Finalement, depuis 1987, qu'est-ce qui a été fait? Comment expliquer ces lenteurs? Comment expliquer que les choses traînent finalement, Alfred? Bien, il faut noter que la communauté internationale, mais le monde a été frappé par plusieurs crises
qui ont fait que il y a eu cette difficulté justement à tenir les engagements, en tout cas les uns les autres. Et je pense aussi qu'il y a une autre difficulté qui a fait que les engagements vis-à-vis du climat n'ont pas été tenus par tous les protagonistes, c'est qu'il n'y a pas de coordination des politiques internationales au niveau de l'ONU, mais au niveau du bilatéral ou du multilatéral non plus, il n'y a pas eu de coordination de politique. Si on prend ces grands ensembles qui réfléchissent au problème du développement et de son financement, de la coopération et de son financement, le G7, le G8, le G20, puis si on ajoute les relations, les partenariats entre l'Union européenne et l'Union africaine, etc., on s'aperçoit qu'il y a comme une sorte d'empilement de résolutions et d'intentions. Et on annonce toujours des sommes de plus en plus importantes, mais que les États ne tiennent pas parce que, à un moment de leur histoire, il y a la crise qui passe par là. Donc l'aspect historique, finalement, freine un petit peu l'avancée de ces mesures qui ont été mises en place au fil des années. Absolument, non seulement ça, mais aussi la conjoncture économique mondiale et puis les contraintes budgétaires nationales pour la plupart de ces États. Ce qui font qu'on prend des engagements pour tel projet, mais parce qu'en intérieur, il y a des problèmes qui s'opposent, alors ça devient une variable d'ajustement de ces financements, des engagements internationaux des États. D'ailleurs, dans un de nos reportages, on a entendu dire il ne faut point que l'aide au développement ou à la coopération puisse être mangée justement par ce fonds vert qu'on est en train de constituer maintenant. Et je pense que les États ont failli, dans leur ensemble, justement, à coordonner toutes les politiques pour se dire, mais là, nous avons dit qu'il nous faut autant de milliards, ici, nous disons qu'il nous faut autant de milliards, et parfois, les problématiques se rencontrent. Le financement de l'agriculture, pour qu'on sorte, justement, il y avait les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. Aujourd'hui, on est aux objectifs du développement durable. Mais il faut articuler cela avec ce sommet de la COP21 pour dire, mais voilà, au lieu que ça se surajoute, il faut qu'il y ait une forme de continuité. Comment on fait tenir tout cela ensemble? C'est cela qui manque beaucoup, cet esprit de synthèse, de synergie, justement. Effectivement, parce que si on regarde l'historique un petit peu de ces COP, on en est à la 21e, les résultats divergent d'une année à l'autre. Le 11 décembre 1997, on a eu le protocole de Kyoto qui a été signé, c'était lors de la COP 3. Avec cet accord, les pays industrialisés se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 5% entre 2008 et 2012. Cet accord est considéré comme un succès important. On a d'une part un succès. Après, on n'a aucun objectif concret qui n'a été fixé lorsque ce protocole a été prolongé jusqu'à fin 2012. De même qu'en 2009, lors de la COP 15, qui, elle, a marqué finalement l'échec de toutes ces politiques du climat. Ces conférences, finalement, est-ce qu'elles sont utiles? On en est à la 21e, selon vous. Écoutez, c'est effectivement, à l'heure où on parle actuellement, on parle même peut-être de Kyoto 2 parce que on estime que Kyoto 97 n'a pas été finalement efficace. Il a été efficace. Je me permets juste de vous couper. Allez-y. On voit en direct de notre antenne là, la minute de silence qui est actuellement observée au sein de l'hémicycle de la COP21. C'était en hommage à ces attentats qui ont eu lieu à Paris, en France, le 13 novembre dernier. Peut-être juste avant d'écouter l'allocution du président français François Hollande, je vous laisse terminer. Excusez-moi de vous avoir coupé, Malik, pour revenir un petit peu sur l'utilité de ces conférences. Oui, effectivement, on peut se poser la question de l'utilité de ces conférences et Alfred a souligné un point très important, c'est la pluralité des objectifs. Décidément. On va directement rejoindre en direct du Bourget où le président français François Hollande s'exprime. On va l'écouter et réagir après. Très bien. Madame la secrétaire exécutive de notre conférence, Mesdames, Messieurs les ministres, c'est un jour historique que nous vivons. La France accueille 150 chefs d'État et de gouvernement, des milliers de délégués venus de tous les continents. Jamais une conférence n'avait accueilli autant d'autorités venues d'autant de pays.
Mais jamais, je dis bien jamais, l'enjeu d'une réunion internationale n'avait été aussi élevé, car il s'agit de l'avenir de la planète, de l'avenir de la vie. Et pourtant, il y a 2 semaines, ici même à Paris, c'est la mort que semait un groupe de fanatiques dans les rues. Je veux ici vous exprimer la reconnaissance du peuple français pour toutes les marques de soutien, tous les messages, tous les signes d'amitié que nous avons reçus depuis le 13 novembre. Ces événements tragiques nous affligent, mais en même temps nous obligent. Ils nous forcent à nous concentrer sur l'essentiel. Votre présence soulève un immense espoir que nous n'avons pas le droit de décevoir, car ce sont des peuples et des milliards d'êtres humains qui ont le regard porté sur nous. Je n'oppose pas la lutte contre le terrorisme à la lutte contre le réchauffement climatique. Ce sont 2 grands défis mondiaux que nous devons relever, parce que nous devons laisser à nos enfants davantage qu'un monde libéré de la terreur. Nous leur devons une planète préservée des catastrophes, une planète viable. L'année que nous venons de vivre a été l'année de tous les records. Record de température, record de concentration de CO2, record du nombre d'événements climatiques extrêmes, sécheresse, inondations, cyclones, fonte des glaces, hausse du niveau de la mer, acidification des océans. Les victimes de ces phénomènes se comptent par millions et les dommages matériels par milliards. Aucun pays, aucune région n'est à l'abri des effets du dérèglement climatique. Mais comment accepter que ce soit les pays les plus pauvres, ceux qui émettent le moins de gaz à effet de serre, ceux qui sont les plus vulnérables, qui soient encore davantage touchés? C'est au nom de la justice climatique que je m'exprime aujourd'hui devant vous. C'est au nom de la justice climatique que nous devons agir. Prenons conscience de la gravité de la menace sur les équilibres du monde. Le réchauffement annonce des conflits comme la nuée porte l'orage. Il provoque des migrations qui jettent sur les routes plus de réfugiés que n'en génèrent les guerres. Des États risquent de ne plus pouvoir satisfaire les besoins vitaux de leur population, avec des risques de famine, d'exode rural ou d'affrontements pour accéder à ce bien de plus en plus rare qui s'appelle l'eau. Oui, ce qui est en cause avec cette conférence sur le climat, c'est la paix. Et pourtant, une espérance s'est levée avec la préparation de la COP 21. La communauté internationale s'est dotée en septembre dernier d'un agenda complet à travers les objectifs de développement durable qui ont été adoptés lors de l'Assemblée générale des Nations unies, et je veux en féliciter le secrétaire général Ban Ki-moon. 190 États, c'est-à-dire la quasi-totalité des pays de la planète, ont formulé des plans d'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter au dérèglement climatique. Et puis tous les acteurs de la société mondiale, les collectivités locales, les entreprises, les investisseurs, les citoyens de toutes les grandes régions se sont également engagés pour le climat. À cette prise de conscience, à cette mobilisation s'ajoutent les progrès fulgurants réalisés dans les énergies propres et renouvelables qui ouvrent
la perspective d'une économie non carbonée. Alors, pour réussir cette conférence, la France a jeté toutes ses forces et mobilisé l'ensemble de son gouvernement, à commencer par le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui va présider cette conférence. J'ai moi-même visité les régions les plus affectées par le changement climatique. J'en suis revenu avec la même conviction. Nous devons assurer un développement durable et équitable sans pour autant compromettre les ressources limitées de notre planète. Telle est l'équation que nous avons à régler ensemble pendant cette conférence. J'ai voulu que les chefs d'État et de gouvernement du monde entier soient rassemblés dès le début de nos travaux, pour donner à cette conférence un souffle et une ambition à la hauteur de l'enjeu. Car le 12 décembre, un accord doit être trouvé à Paris. À quelles conditions pourra-t-on estimer que c'est un bon accord, que c'est un grand accord, que c'est un accord qui correspond véritablement à l'attente des peuples et pour longtemps? Il y a 3 conditions pour que nous puissions dire que la conférence de Paris sera ou ne sera pas un succès. La première condition, c'est que nous devons dessiner une trajectoire crédible permettant de contenir le réchauffement climatique en dessous des 2 degrés Celsius ou même 1,5 degré si c'est possible. Il faudra, pour que nous soyons sûrs d'être sur cette trajectoire, prévoir une évaluation régulière de nos progrès au regard des conclusions de la science et donc mettre en place un mécanisme de révision à la hauteur de nos engagements avec des rendez-vous tous les 5 ans. La deuxième condition, c'est que nous apportions aux défis climatiques une réponse solidaire. Aucun État ne doit pouvoir se soustraire à ses engagements, même si un mécanisme de différenciation pourra prendre en compte les niveaux de développement et les situations. Aucun territoire ne doit être laissé seul face au dérèglement climatique, et notamment les pays les plus vulnérables. Je pense à ces îles qui peuvent, à brève échéance, purement et simplement disparaître. Et je veux ici en être leur porte-parole, parce que c'est la biodiversité et la diversité même de la planète qui sont en cause. Tirons-en les conclusions. L'accord doit être universel, différencié et contraignant. Les pays développés doivent assumer leurs responsabilités historiques. Ce sont eux qui ont émis pendant des années le plus de gaz à effet de serre. Les pays émergents doivent accélérer leur transition énergétique. Les pays en développement doivent être accompagnés dans leur adaptation aux impacts climatiques. D'où la nécessité de dégager des financements pour faciliter les transferts de technologies. Nous avions fixé, c'était à Copenhague, l'objectif des 100 milliards. Aujourd'hui, ce n'est pas un objectif que nous devons fixer. Ce sont des ressources que nous devons dégager avec des garanties sur leur origine et sur leur accessibilité. Enfin, la troisième condition pour qu'il y ait un accord à Paris, c'est que toutes nos sociétés, dans leur grande pluralité, diversité, se mettent en mouvement. L'ensemble des dirigeants locaux, des investisseurs, des acteurs économiques et sociaux, des citoyens et même des grandes consciences, des religions, tout ce qui contribue à ce qui façonne l'esprit public mondial, tout ce mouvement doit comprendre que la donne a changé. Là est la clé pour relever le défi climatique. Je veux rendre hommage à cet instant à tous les pionniers de la cause écologique, à tous les précurseurs
qui, il n'y a pas si longtemps, devait affronter l'incrédulité ou le dédain pour leurs alertes et leurs propositions. En quelques années, les esprits ont profondément évolué. Les entreprises et les acteurs financiers, hier réticents, sont désormais prêts à s'engager et à modifier leur comportement. Faut-il encore leur envoyer les signaux indispensables? C'est l'enjeu de l'introduction progressive du prix du carbone pour que les émissions de gaz à effet de serre aient un coût qui corresponde aux dommages infligés à la planète. Et pour que les choix d'investissement soient peu à peu modifiés afin que toutes les technologies puissent être accessibles à tous. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, pour résoudre la crise climatique, je vous le dis franchement, les bons sentiments, les déclarations d'intention ne suffiront pas. Nous sommes au bord d'un point de rupture. Paris doit être le départ d'une profonde mutation. Nous ne pouvons plus considérer la nature comme un vulgaire et inépuisable réservoir de ressources destiné à notre seul et plein accomplissement. Cette transformation est à la fois une obligation morale et une opportunité mondiale, parce qu'elle nous ouvre des possibilités de développement avec des énergies renouvelables, des modes de transport propres, le recyclage des déchets, l'agroécologie, la préservation de la biodiversité, l'accès de tous aux biens publics mondiaux. Ainsi, en rendant l'électricité accessible à tous, et notamment en Afrique, c'est plus que la lumière qui sera apportée, c'est la connaissance, c'est l'éducation, c'est le développement. Nous sommes en ce premier jour de la conférence au pied du mur. Ce mur, il est fait de l'addition de nos égoïsmes, de nos appréhensions, de nos résignations. Ce mur, il est construit sur l'indifférence, l'insouciance, l'impuissance. Ce mur, il n'est pas infranchissable. Tout dépend de nous. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, sur vos épaules repose l'espoir de toute l'humanité. Je mesure, moi-même, dans la tâche que j'accomplis, combien combiner l'impératif de l'urgence avec ce qu'elle implique, y compris avec les événements tragiques, et les choix du long terme. Oui, cet équilibre n'est pas facile à trouver, mais là encore, il nous oblige. Notre plus grand défi, c'est de passer d'une mondialisation fondée sur la compétition à un modèle basé sur la coopération, où il sera plus rentable de protéger que de détruire. Nous devons penser la planète comme un espace unique, établir un pacte d'équité entre le Nord et le Sud et un partenariat entre l'homme et la nature. C'est pourquoi nous sommes réunis, nous les dirigeants de la planète. C'est pourquoi Paris est un rendez-vous exceptionnel. Nous allons décider en quelques jours pour quelques décennies. Le plus grand danger n'est pas que notre but soit trop élevé et que nous le manquions. Le plus grand danger, c'est qu'il soit trop bas et que nous l'atteignions. Alors, plaçons-nous au plus haut niveau pour que, au moins, nous puissions approcher cette ambition. Car il s'agit de décider ici, à Paris, de l'avenir même de la planète. Merci. L'accord de la COP21 doit être universel, différencié et contraignant. Les déclarations ne suffiront pas. François Hollande, le président français, vient de se prononcer sur les enjeux de ce rendez-vous international climatique. Il est notamment revenu sur les défis mondiaux pour le futur. Il a également abordé l'aspect du terrorisme et des conséquences sur la pauvreté, la migration, la famine. Il est
également revenu sur la prise de conscience qui est visiblement en train d'être amorcée au sein des pays de la planète. Il semble également optimiste. Le 12 octobre, l'accord doit être trouvé. Alors, Malik, je me tourne vers vous. Le président Hollande a prononcé un mot qui semble, ou peut-être va être très important au sein de ces négociations. Il a soulevé la justice climatique. Oui, c'est un nouveau terme qui nous a interloqués, effectivement. Alors, juste, Malik, décidément. Encore une fois, on a Ban Ki-moon qui s'exprime, et comme ça, on fera le décryptage de ces deux discours à la suite de cette intervention. On l'écoute. Hollande, Majesté, Altesse royale, Excellence, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Laurent Fabius, président de la COP21, Excellences, Mesdames et Messieurs. Voici réunis aujourd'hui pour décider du scénario d'un avenir nouveau. Un avenir fait de promesses et fait d'espoir pour davantage de prospérité, de sécurité et de dignité pour tous. En septembre, aux Nations Unies, vous avez adopté un nouveau programme de développement durable, riche d'inspiration et de 17 objectifs de développement durable. Objectifs repris par tous les peuples du monde. Vous avez montré votre détermination à agir pour le bien commun. L'heure est venue aujourd'hui de le faire à nouveau. Plus de 150 dirigeants mondiaux se sont réunis ici à Paris et sont ici réunis sous le même toit, au même moment, avec à l'esprit un seul objectif. Jamais n'avons-nous été face à une telle épreuve. Et au plan politique, un tel moment risque fort bien de ne jamais se reproduire. Mais nous n'avons jamais non plus été autant en mesure de triompher de cette épreuve. Vous avez le pouvoir entre les mains qui vous permettent de garantir le bien-être des générations présentes et à venir. Je vous exhorte, Mesdames et Messieurs les dirigeants, à donner pour instruction à vos ministres et à vos négociateurs de choisir la voie du compromis et du consensus. Et, si nécessaire aussi, la voie de la souplesse. Une action en faveur du climat qui soit audacieuse, voici qui répond à l'intérêt national de chacun des pays représentés au sein de cette conférence. L'heure n'est plus aujourd'hui à la politique de l'accord de Redd. Bâtissons ensemble un régime en faveur du climat qui soit durable, assorti de règles très claires et qui montre à l'ensemble des pays la voie à suivre. Paris doit marquer un véritable tournant. Nous devons faire savoir au monde que nous prenons la direction d'un avenir à faible émission qui permette davantage de résilience face au climat et qu'il n'y aura pas de marche arrière possible. Les plans nationaux en faveur du climat, qui ont été présentés par plus de 180 jours à ce jour, couvrent près de 100% des émissions mondiales. C'est, je crois, un très bon départ. Mais nous devons aller plus loin encore et aller plus vite encore si nous souhaitons limiter l'élévation des températures mondiales à moins de 2 degrés Celsius. Et la science est à ce sujet très claire. Une augmentation de 2 degrés entraînera déjà de graves conséquences sur notre sécurité alimentaire, sur nos réserves en eau, notre stabilité économique et sur la paix et la sécurité internationale. C'est la raison pour laquelle l'on a besoin d'un accord de Paris qui soit universel, qui soit significatif et qui soit solide. Les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a pour moi 4 critères de succès. Premièrement, l'accord doit être durable. Il doit envoyer un message clair au marché, leur faire comprendre que le passage à une économie mondiale peu polluante est inévitable, bénéfique et qu'il est déjà en cours. Il doit proposer
un projet à long terme qui soit sous-tendu par la cible de moins de 2 degrés Celsius et qui reconnaisse l'impératif d'un renforcement de la résilience. La marge de manœuvre des petits jets insulaires en développement est encore plus étroite. C'est pourquoi il conduit le reste du monde de contenir la hausse de la température à 1,5 degré. Deuxièmement, l'accord doit être dynamique. Il doit pouvoir s'adapter aux changements qui se produisent dans l'économie mondiale sans qu'il soit nécessaire de le renégocier continuellement. Il est possible et souhaitable que les nombreuses dispositions de l'accord soient traitées de manière différente en fonction des situations sans que l'action collective en pâtisse. L'accord doit préserver l'équilibre entre le rôle moteur des pays développés et les responsabilités croissantes des pays en développement qui varient selon leurs moyens et leur niveau de développement. Excellences, Mesdames et Messieurs, le troisième critère à l'aune duquel mesurer le succès serait un accord qui incarnerait la solidarité vis-à-vis des plus pauvres et des plus vulnérables. Un accord qui doit garantir un soutien aux efforts d'atténuation et d'adaptation des pays en développement qui soit suffisant et équilibré. Quatrièmement, il faut que cet accord soit crédible. Les ambitions actuelles doivent constituer le point de départ et non la limite supérieure de nos efforts futurs. Les cycles quinquennaux, à compter de l'année 2020, voire avant, me semblent essentiels. Tous les pays doivent convenir d'aller progressivement vers des objectifs de réduction des émissions qui soient quantifiés et à l'échelle de leurs économies tout entières, qui soient assortis aussi de souplesse en faveur des pays en développement aux capacités limitées. Les pays développés doivent, eux, tenir leurs promesses et mobiliser 100 milliards de dollars par an à l'horizon 2020. Ce même montant doit d'ailleurs constituer le point de départ des objectifs ou des engagements financiers de l'après 2020. Un nouvel accord doit également inclure un cadre unique et transparent permettant de mesurer, de surveiller et de rendre compte des progrès réalisés. Et les pays aux plus faibles capacités doivent se voir accorder les souplesses et le soutien nécessaires qui leur permettent de satisfaire les critères de ce système nouveau. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes à un moment charnière de l'avenir de vos pays, de vos peuples et de notre maison commune, la planète Terre. L'heure n'est plus aujourd'hui aux atermoiements. Et j'aimerais être très clair avec vous. C'est à vous qu'appartient aujourd'hui le sort de l'accord de Paris. L'avenir de nos peuples, l'avenir de la population mondiale, l'avenir de notre planète est entre vos mains. Nous ne pouvons plus aujourd'hui nous permettre le luxe de l'indécision, des demi-mesures ou d'approches séquentielles ou progressives. Nous devons avoir pour objectif une véritable transformation. Et la transition a d'ailleurs déjà commencé. Des investisseurs éclairés et des entreprises novatrices s'efforcent aujourd'hui de faire advenir une économie qui soit beaucoup plus sensible au climat. Mais ils ont besoin de votre aide, de votre esprit visionnaire pour accélérer ce changement essentiel. Les peuples du monde se sont eux aussi déjà mis en marche. Ils sont descendus dans la rue, dans les villes et villages du monde entier, dans un effort de mobilisation en masse en faveur du changement. L'on a d'ailleurs constaté une mobilisation en masse à New York en 2014, l'année dernière,
Nous avons constaté, malgré des préoccupations sécuritaires, que de nombreux citoyens décidaient tout de même de manifester pour faire savoir leurs préoccupations à leurs dirigeants. J'espère que vous leur avez prêté une oreille attentive et sincère, que vous avez entendu ce que vos peuples avaient à vous dire. J'ai rencontré pour ma part plusieurs grands groupes de la société civile hier et il m'est apparu clairement que ces groupes sont venus ici à Paris pleins d'énergie et d'émotion et qu'ils attendent de chacun d'entre vous ici présent, que vous fassiez preuve d'un leadership qui soit à la hauteur de ce défi. Vous avez la responsabilité morale et politique vis-à-vis du monde entier, des générations présentes et futures. Il vous faut répondre à l'appel de l'histoire et je vous exhorte à répondre à cet appel avec courage et esprit visionnaire. Je compte sur un leadership fort de votre part, sur votre engagement également pour faire de ce monde un monde meilleur pour tous. Merci beaucoup. Je remercie le secrétaire général. Monsieur le Président de la République française, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les délégués, la semaine dernière, sachant que j'allais présider cette COP 21, toutes les personnes que j'ai rencontrées m'ont posé la même question. La conférence de Paris sera-t-elle un succès? La première condition du succès, elle est déjà remplie et elle l'est grâce à vous. Vous êtes 150 chefs d'État et de gouvernement rassemblés ici malgré la récente tourmente. Dans l'enceinte globale de notre conférence, il y a plusieurs milliers de délégués et de responsables de la société civile. Et à travers le monde, ce sont des millions. Par votre mobilisation, vous montrez que la civilisation et la solidarité sont beaucoup plus fortes que la barbarie. Merci. La deuxième condition du succès, j'ai confiance qu'elle sera également remplie. Nous avons voulu réunir pour le climat, ici, les acteurs non gouvernementaux de la planète, les villes, les régions, les entreprises, les organisations non gouvernementales, les forces sociales et économiques et les particuliers. En lien avec l'ONU, dont le secrétaire général s'est totalement mobilisé, le déroulement de cette conférence a été construit dans cet esprit. Les décisions des gouvernements sont évidemment fondamentales, mais celles des acteurs non gouvernementaux le sont aussi. Ici même, dans les heures et dans les jours qui viennent, seront annoncés des engagements concrets et importants par des centaines de collectivités territoriales et d'entreprises. Des initiatives très puissantes seront lancées, par exemple, notamment en ce qui concerne le domaine des technologies nouvelles, de l'innovation, en ce qui concerne l'énergie solaire, en ce qui concerne le prix du carbone. Toutes ces actions sont prometteuses pour la lutte contre le changement climatique. Une lutte qui est à la fois une contrainte vitale et une opportunité essentielle pour un développement durable qui doit concilier l'économie, l'éthique et l'écologie. Reste, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, la troisième condition du succès, et c'est la plus difficile. À l'issue de notre conférence, dans 11 petits jours, nous devons parvenir à un accord climatique universel et ambitieux. Cet accord, selon les formules convenues, devra être différencié, juste, durable, dynamique,
équilibré, juridiquement contraignant, et il devra faire en sorte qu'à l'horizon 2100, la température du fait des émissions de gaz à effet de serre ne s'élève pas de plus de 2 degrés, voire 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Chacun de ces termes renvoie à des dispositions précises, vous le savez, sur lesquelles, dans le passé, nous n'avons pas pu totalement conclure. Et c'est l'enjeu des discussions que vos ministres et vos négociateurs vont avoir. Il nous faudra ne pas perdre notre temps dans des débats de procédure. Il nous faudra traiter la substance elle-même et trouver ensemble des solutions. Comme président de cette COP 21, je devrais être à l'écoute de chacun, impartial et agir pour un compromis ambitieux. Plusieurs signes sont très encourageants. La prise de conscience, d'abord, qu'un accord est indispensable a beaucoup progressé, stimulé par le constat que 2014 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée et que 2015 sera pire encore. Les travaux des scientifiques, auxquels il faut rendre hommage, établissent désormais de façon incontestable à la fois le diagnostic et le pronostic. L'engagement de grandes autorités spirituelles et religieuses est très fort et celui des gouvernements, en général, va dans le bon sens. En témoigne le nombre des contributions nationales des États, ce qu'on appelle en anglais ANDC. À ce jour, 184 ANDC ont été publiés, représentant plus de 95% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Certes, elles diffèrent par leur ambition, mais le fait même que la quasi-totalité des pays ait accompli cette démarche montre une évaluation remarquable. Je veux insister aussi sur l'aspect suivant. Un accord climatique mondial. Nous venons d'écouter le président français François Hollande qui s'est exprimé lors du lancement officiel de la COP 21. On a également entendu Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, qui est revenu sur une phrase forte: bâtissons ensemble un régime en faveur du climat. Il faudra un accord universel significatif et durable. Il a notamment abordé 4 critères de succès. On reviendra avec vous sur notamment cette déclaration. On a également entendu Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères de la France. Il est également le président de la COP 21. Il est revenu, lui, sur plusieurs aspects des éventuels, pour éventuellement signer cet accord. 3 conditions de succès, selon lui, avec la présence des chefs d'État qui marquent le coup pour cette COP 21, la participation de tous les acteurs, des villes en passant par les régions, les entreprises, les religieux, et enfin avec la signature dans au jour d'un accord universel, d'un accord ambitieux, d'un accord juste, durable, dynamique et juridiquement contraignant. On en revient là encore sur les points centraux de cette COP 21. Alors on a un point commun qui semble émerger, c'est vraiment cette idée de justice climatique qu'a soulevé le président François Hollande. Malik ? Oui, c'est un terme nouveau. Je ne l'avais pas, pour ma part, entendu auparavant. Et là, il est dans la même lignée, finalement, de l'esprit de Kyoto, où les pays en voie de développement ne sont pas responsables du réchauffement climatique. Il a vraiment voulu appuyer ce point-là, et je pense que c'était important de le faire. Il se pose un peu en défenseur. On a l'impression, quand même, des pays en voie de développement. Être le porte-voix, le porte-voix même de ces pays, et notamment des îles qui risquent de disparaître très, très prochainement si rien n'est fait. Donc oui, il y a un président qui est vraiment défenseur de ces pays-là. Il semble déterminé. Déterminé parce qu'il est le pays hôte déjà, ce qui est logique, et il a quand même, je pense, essayé de marquer les consciences en parlant justement des phénomènes du terrorisme, des migrations. Absolument, il a essayé, la paix. Il a essayé de faire prendre conscience aux chefs d'État que finalement le dérèglement climatique, ça causait le terrorisme, entre guillemets, la désespérance sociale. Et que finalement ces répercussions
solutions, voilà. elles étaient communes à exactement. Donc il y a vraiment cet esprit de gravité qu'il a voulu influer, et je pense que c'est un bon discours. Je pense que il a eu raison de poser ces problématiques-là, parce que il y a encore 10-15 ans, on ne pensait pas que le dérèglement climatique causerait des désastres, notamment sur le plan social. Alfred, avec cet aspect solidarité qui est un petit peu soulevé lors de cette COP21, le mot solidarité est régulièrement brandi pour évoquer le soutien aux pays du Sud. Sous cette solidarité, est-ce qu'il ne se dissimule pas en réalité des profondes crispations géopolitiques finalement ? On pourrait penser cela. Mais en réalité, je pense qu'il y a effectivement cette prise de conscience qui se fait de plus en plus grande et forte, puissante, pour que ça se traduise réellement en actes et non plus seulement en discours. Cette conscience, effectivement, on le voit notamment, mais c'est pourquoi je dis qu'il faut articuler tout cela, dans les rencontres qu'il y a entre les groupements internationaux, entre les États-Unis et l'Afrique, l'Union européenne, l'Union africaine. Les discussions qui sont amorcées. C'est ça exactement, qui montre effectivement que on prend de plus en plus conscience de cette nécessité-là. Sinon, on risque de voir justement ce qui a été rappelé ici, ces mouvements de population, les migrations liées à la question du climat, manque d'eau, des guerres, etc. Le sommet de La Valette à Malte, tout récent, entre l'Union européenne et l'Union africaine, va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on se rend de plus en plus compte que c'est un monde interdépendant, mais que ça n'est pas l'affaire d'une seule nation ou d'une seule personne. Et que donc, si on ne tient pas compte de cette logique-là, de partage de responsabilités au niveau international, alors on va courir à la catastrophe. Donc la solidarité est nécessaire. Solidarité justement dans le financement, dans l'aide justement aux innovations, au transfert technologique, et l'appui justement aux États pour avoir une agriculture digne de ce nom, durable, et donc pour fixer les populations et éviter les exodes ruraux que l'on constate aujourd'hui. On a également le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui est revenu sur un point qui paraît important, c'est la question justement de l'adaptation et la question de l'atténuation justement. Comment ça va se concrétiser pour nos États du continent africain, Malik ? Vous avez raison de le souligner, il y a maintenant cette réflexion autour de la nécessité d'adaptation, c'est-à-dire justement de voir d'ici 5 ans, est-ce que les États sont sur la bonne voie, et de voir les éléments, je dirais, de souplesse qui peuvent être accordés à ces États. Donc là, les pays africains sont directement concernés. Et je pense que, bon, on le constate aujourd'hui, les pays le continent africain, c'est 5% des émissions de CO2. Donc déjà, à la base, les pays africains n'émettent pas beaucoup de gaz à effet de serre. Le suivi qui va être mis en place, c'est savoir si l'Afrique pourra continuer sur cette voie-là, en limitant les CO2, et pourra se développer davantage en créant de la richesse. Donc là, c'est l'enjeu véritable de cette réunion. Donc je pense que l'Afrique a les moyens de le faire, et Alfred l'a rappelé, et là c'est la première fois qu'on parle de ça, du transfert de technologie, des fonds qui doivent être attribués, et comment on va attribuer ces fonds. Là, les vrais problèmes sont enfin exposés. Ils étaient exposés auparavant, mais là on essaye de voir les mécanismes possibles. Donc là, c'est une bonne chose qu'on évoque ça dès le premier jour, parce que si on ne les évoque pas, ça sera encore des sujets qui vont être mis de côté. On arrivera à un accord sans être un véritable accord. Auparavant, on était plus dans une politique d'atténuation justement de ces gaz à effet de serre. Maintenant, on est plus sur l'adaptation, et notamment pour les pays africains. Est-ce que pour les pays africains qui justement sont concernés en première ligne, on va pouvoir corréler cette atténuation et cette adaptation tout en mettant dans cette boucle-là le fait que ces pays africains continuent de se développer? Est-ce que c'est possible? Alors, bon, là aussi, moi, je me méfierais un peu des termes. On le dit adaptation, atténuation, non. C'est deux termes forts. Exactement. Mais pour moi, très concrètement, ça ne veut strictement rien dire. Bien sûr, nous savons que les changements climatiques se font aujourd'hui, et qu'il faut aux États
à tous les États être capables justement de supporter les effets de ce changement climatique. D'où cette idée effectivement d'adaptation. Mais je crois que la nuance a été soulevée par les trois intervenants de ce matin, que ce soit Hollande, Ban Ki-moon et Fabius, c'est-à-dire ça dépend au fond du niveau de développement de chaque État. Il faut tenir compte de cette différence-là. La diminution des effets des gaz à effet de serre, ça concerne plus les pays développés, puisque ce sont les grands émetteurs justement de ces gaz à effet de serre. Et que donc c'est à eux justement de faire des gros efforts. Évidemment, l'Afrique ne peut pas se tenir à l'écart disant puisque nous polluons moins, donc ça ne nous concerne pas. Au contraire, là, c'est une occasion très importante pour l'Afrique de se dire maintenant nous avons une possibilité d'aller vers un développement durable, vers un développement de qualité, sans subir justement les contre-coups, les effets, les méfaits du développement occidental aujourd'hui qui provoquent justement tous ces dérèglements-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, on parle de pays en développement. Dans le G77, on a quasiment la totalité des pays, les 134 pays, dont les pays africains et la Chine. Et on parle de pays en développement, mais dans ces pays en développement, vous l'aviez soulevé tout à l'heure, il y a des disparités quand même incroyables. On a la Chine et le Brésil qui, par exemple, ont accès à des marchés financiers. Et parallèlement, dans ce même groupe, on a la République démocratique du Congo, où il y a près de 80% de la population qui vit sous le seuil de l'extrême pauvreté. Donc, comment finalement on va répartir équitablement cet accord? Il y a tellement de disparités dans ces 193 États qu'on se pose finalement la question de savoir comment on va répartir les contraintes, répartir les engagements. C'est un peu compliqué à ce niveau-là. Pas forcément, hein. Oui, mais pas forcément, rapidement, simplement. Je pense que Ban Ki-moon a donné ici la méthode, le principe méthodologique. Mais c'est un diplomate, il a utilisé des termes que moi j'ai retenus, c'est-à-dire le compromis, le consensus et la souplesse. Parce qu'effectivement, il faut tenir compte de ces différenciations-là. Et si on a cet esprit de compromis, de consensus et de souplesse, on arrivera à un accord satisfaisant pour tout le monde. Alex, je vais réagir. Oui, je partage ce propos-là d'Alfred. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a un problème de sémantique. Qu'est-ce que le Sud ? Et là, vous avez souligné un point important. Il y a un G77 et vous avez rappelé la pluralité des pays qui composent ce G77. On ne peut pas aujourd'hui comparer certains pays du Sud entre eux. On n'est plus au temps du tiers-monde où ça formait un bloc homogène avec un niveau de développement similaire. Aujourd'hui, il y a une pluralité des Suds. Et là, ce qu'il faudrait, je pense, mettre en œuvre, c'est la répartition, mettre des catégories dans les pays qui sont, je dirais, les pays les moins avancés, les pays qui sont un peu plus vers la voie de l'émergence. Donc on ne peut pas mettre dans le même panier tous les pays du Sud. Et là, c'est très important parce que si on n'arrive pas à faire cette différenciation-là, on imposera des règles finalement à des pays du Sud où certains n'auront pas cette capacité à se développer comme leurs compères d'autrefois qui avaient un développement similaire. Merci Malik et merci Alfred. Restez avec nous, ne bougez surtout pas. On va continuer notre débat. On va juste marquer une courte pause pour revenir tout de suite dans quelques instants sur cette émission spéciale sur Africa 24 consacrée à la COP21.